Et Stratégie Résilience, c'est un groupement de personnes qui agissent pour la sensibilisation sur le climat, le vivant et les limites planétaires, et pour s'engager dans un monde plus soutenable, plus relié avec le vivant. Et donc, on a souvent des pratiques d'ateliers, comme ceux que vous pouvez voir sur notre stand. On a la fresque du climat, la fresque du numérique et la fresque de la renaissance écologique que vous pouvez tester sur notre stand. Et ce sont des ateliers que l'on fait en citoyen et en entreprise. Vas-y, je te laisse poursuivre, Ulrich, sur ce qu'on est. Oui, du coup, on fait des interventions pour faire de la prévention, puisque beaucoup, finalement, mettent sous le tapis tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Donc, déjà de la prévention, ensuite de la sensibilisation, et enfin le passage à l'action. Ce n'est pas juste en fait de prévenir et de dire que le coup est parti, comme on a souvent tendance à le dire. Le réchauffement climatique, c'est pas ça va s'arrêter, si on agit maintenant, on va inverser la courbe. Non, le coup est parti. Il y a un réchauffement climatique. Donc maintenant, une fois qu'on le sait, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on accompagne les entreprises, les particuliers, les différents collectifs pour pouvoir mettre en place des outils pour pouvoir vivre dans un monde qui sera de plus en plus compliqué à vivre dedans. En tout cas, en fonction des problématiques qui vont s'accélérer. Donc, par exemple, sur la Martinique, c'est de plus grosses chaleurs. Bon, évidemment, heureusement, ça va un peu éviter le gros monde. Donc, ce sera une zone de refuge. Mais ça veut dire que les personnes qui viennent notamment du sud de la Martinique, ben, ils vont avoir tendance à venir de plus en plus vers le nord parce que c'est Météo France qui fait cette sensibilisation-là et qui dit que d'ici quelques années, on va gagner à 2 à 3 degrés de ressenti et qu'il y aura des périodes de grande chaleur avec très peu de pluie notamment qui vont s'accumuler notamment sur le sud et le nord sera un peu plus épargné, sachant qu'on va aussi subir en tout cas un stress au niveau de la chaleur. Donc ça c'est à ce niveau-là, au niveau des cyclones, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de submersions. Donc toutes ces choses-là, il va falloir vivre avec et il va falloir faire en sorte d'atténuer les effets et de s'adapter en fonction de ces effets-là qui vont s'abattre sur nous, on le veuille ou non. Et du coup, Ulrich, tu penses que, et je sais pas, vous pensez que le numérique a quelque chose à voir dans ça? Alors, qui pense que le numérique a un impact sur le réchauffement climatique? Okay, je sens qu'on a des personnes qui sont sensibles. On a pas mal de mains levées. Je vais commencer avec monsieur. Bon, on est un peu initié, mais ne serait-ce que par rapport aux intelligences artificielles, les gigantesques data centers qui vont demander un coût énorme d'électricité, également en eau pour tout ce qui est réfrigéré et même au terme de point de vue économique, puisque ça a un impact sur la consommation électrique et la consommation hydrique. Donc on a data center ici, intelligence artificielle, est-ce qu'on a d'autres propositions? Non? Tout le monde avait à peu près la même réponse? Mais c'est parfait, tout le monde se comprend. Comment? Ok, le recyclage. Le recyclage, on va voir tout ça, effectivement. Ok, super, eh ben génial. Eh bien, écoute, peut-être qu'on peut leur poser une première question. Oui, on va poser une petite question. Bon, tout le monde qui est dans le gymnase peut y répondre. Oui, on regarde les mains levées de tout le monde, même ceux qui sont sur les côtés et dans les stands. Vous pourrez aussi lever vos mains. Donc, on va faire un petit sondage. Combien d'appareils électroniques avez-vous en votre possession? Donc, quand je dis appareil électronique, ordinateur, fixe ou portable, tablette, téléphone portable, smartphone, montre connectée. Donc avec vos doigts, est-ce que vous pouvez nous montrer combien vous en avez en votre possession? Dans votre foyer, hein, ok. Okay. Et n'oubliez pas de compter les pros, hein, pro plus perso. Oui, pro plus perso. Ça fait, on a 2, 5, 6, il y a un 7. monsieur qui manque de main apparemment. Ok. On a peut-être une réponse chez Parallèle 14, non? Et côté stand alors? Côté stand. Est-ce qu'on a pu avoir des réponses? Non, vous êtes occupés? Ok. Alors là-bas, on a 2, ok, d'accord. Ok, 2, super. Ok, super, merci d'avoir joué le jeu. Très bien. Alors, on va rajouter, garder les mains par rapport à ceux que vous avez en votre possession, ceux qui sont dans vos tiroirs. Dans vos tiroirs, qui sont rangés, qui sont... vous rajoutez par rapport à ce que vous avez dit que vous possédez, vous rajoutez encore alors, ceux qui sont dans vos tiroirs. Les pieds aussi, si vous voulez. Si ça fait... Moi je remarque que chez Capno, on a quand même pas mal d'objets à la maison. Alors, pas de discrimination. On ne dénonce pas. Excusez-moi. Alors en fait, c'est surtout pour se rendre compte ensemble. Se rendre compte ensemble de quoi du coup?
En fait, il y a au total 34 milliards d'équipements connectés qui circulent actuellement dans le monde. 34 milliards, sachant que nous sommes 8 ou 9 milliards, d'accord? Et ce n'est pas les 8 et 9 milliards d'habitants qui ont des appareils, c'est-à-dire que les choses ont évolué, mais les moins de 16 ans peut-être ont moins d'appareils. Les personnes qui vivent dans des zones qui sont plus en difficulté au niveau du numérique, donc certaines zones en Afrique, certaines zones en Amérique du Sud, il va y avoir moins de personnes qui vont utiliser. Donc il y a un flot de personnes effectivement qui ont en général, donc circulent 34 milliards d'équipements connectés. Ce qui fait pour un foyer français 100 équipements électriques en moyenne par foyer. Donc là on va rajouter la machine à laver, on va rajouter la riseuse, on va rajouter l'air fryer. Exactement. En fait, on se rend compte que on nous vend souvent l'immatérialité numérique, mais c'est d'abord une question de matérialité, avec ces 34 milliards, de matérialité. Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc, est-ce que tu peux nous dire, du coup, Martine, quels sont les... Oui. Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? Alors, d'après vous, entre centre de données, on va dire que c'est le 1. Infrastructure réseau, on va dire que c'est le 2. Et terminaux utilisateurs, on va dire que c'est le 3. Qu'est-ce qui consomme le plus de ressources et d'énergie? Alors, c'est partagé entre 1 et 3 et 2. Ok, d'accord, très bien. On a 1, Tu 2. peux avancer la slide, s'il te plaît? On a plusieurs 1, plusieurs 3. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va regarder, ok. Oh, alors, je vais vous répondre et là, je vais détailler les choses. En fait, ce qui consomme le plus d'énergie, ce sont les terminaux utilisateurs. Ok. Pourquoi ce sont les terminaux utilisateurs? Parce qu'il y en a 34 milliards. D'accord? Ok. Maintenant, effectivement, là, on vous donne encore une autre information. Qu'est-ce qui consomme le plus? Et c'est ce qu'on va regarder. Parce que quand on parle du numérique, du coup, on parle de matériel. Le matériel, on le fabrique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'il est fabriqué? Hein? On le transporte, ouais, on l'achemine. Ok, ensuite, on le vend. Ok, ensuite, on l'utilise, exactement. Donc, c'est la phase utilisation. Donc on a une première phase qui est fabrication, une deuxième phase qui est utilisation. Et quand on ne l'utilise plus, qu'est-ce qu'il devient? C'est la phase fin de vie. D'accord? On va entrer tout à l'heure dans cette phase. Et on va voir en fait comment à travers toutes ces phases, quelles sont les emprises du numérique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que on utilise un quart de l'énergie consommée par le secteur du numérique est prise pour la fabrication et 3 quarts lors de l'utilisation. D'accord? C'est ce qu'on peut constater. Ok, très bien. Mais du fait de l'intelligence artificielle, il faut noter que la consommation d'énergie des centres de données devrait doubler d'ici 2030. Ok, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Cette énergie, elle vient de quoi? On a des réponses juste ici, madame. Elle vient du l'air. De l'air? Non. C'est pas de l'énergie éolienne qui est utilisée. Est-ce qu'on peut reprendre la question? Alors, oui, tout à fait. L'énergie qui est utilisée pour produire, pour fabriquer et pour utiliser. Elle est... Pour ça, il faut de l'énergie. Nucléaire, principalement? Du nucléaire? Non. Alors, petite précision sur la question. Fossile, oui. Et principalement le pétrole, exactement. Alors, mais on a donc, oui, vas-y. Alors, on parle bien pour notre territoire, pour la Martinique. Non. On parle en général. En général. D'accord. Parce que même dans le monde, il faut savoir que le nucléaire, c'est tout petit. D'accord? Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas si je montre la slide aujourd'hui, mais c'est tout à, si vous venez au stand, je vais vous montrer la part de l'énergie nucléaire utilisée dans le monde entier en consommation primaire. C'est quasiment rien.
Ok, c'est principalement le pétrole, le charbon et le gaz. Ce sont des énergies fossiles. Pourquoi est-ce qu'on les appelle fossiles, ces énergies? Parce qu'ils viennent du sol, j'ai entendu. Ouais, elles viennent du sol. Et c'était quoi avant? C'était le bois, le charbon. Des êtres vivants. Merci. C'était des êtres vivants, comme vous et moi, faits de carbone, comme vous et moi. C'était des fougères, c'était des plantes, c'était des végétaux, c'était aussi des animaux, des dinosaures, du plancton, qui sont morts, qui ne se sont pas décomposés à l'oxygène et qui ont été enfouis sous terre ou sous mer et qui, avec des millions, voire des dizaines de millions d'années, ont donné ces poches parfaites de pétrole que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Et du coup, pour les utiliser, on les sort et on les brûle. Et quand elles brûlent, elles dégagent un puissant gaz à effet de serre qui est le dioxyde de carbone. Très bien. Pour se représenter ce que c'est, parce que vous savez, souvent les choses, c'est une question d'ordre de grandeur. Et une fois qu'on a mieux visualisé les ordres de grandeur, on voit mieux de quoi on parle. Là, on a représenté le CO2 depuis 800 000 ans jusqu'à aujourd'hui, qui est dans l'atmosphère. Vous voyez que le carbone, c'est un cycle, hein, comme absolument tout dans la vie. Comme le cycle de l'eau, une fois il est dans l'atmosphère, une fois il est sous terre ou sous mer, une fois il est dans les corps des vivants, et ainsi de suite. D'accord? Donc il oscille entre 180 et 300 ppm. D'accord? Vous voyez que ça monte ou ça descend. Et ça a fait aussi les variations de climat de la Terre. Ok? Et vous voyez un décrochage. À partir depuis 1911, on connaît des valeurs de dioxyde de carbone dans notre atmosphère qui sont complètement lunaires, qu'on n'a pas connues depuis près de 3 millions d'années, l'époque du Pliocène. Ok, et qu'est-ce qui se passe une fois que ce carbone reste piégé sur Terre? Des propositions? N'hésitez pas, on ne mange pas. Monsieur Angry, là au fond, il y a peut-être une réponse? L'effet de serre, merci beaucoup. L'effet de serre augmente. Alors, si vous voulez avoir le détail de ce qui se passe, là on ne va pas entrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais on a l'atelier de la fresque du climat que vous pouvez dérouler, ou vous pouvez dérouler le lot 1, et en fait vous pourrez avoir toute l'explication de l'effet de serre. D'accord? En fait, l'effet de serre, pour faire court, il va retenir la chaleur. Donc plus il y a de gaz à effet de serre, et plus quoi? Plus ça retient la chaleur. Et cette chaleur qui est retenue, elle est absorbée principalement par un grand écosystème de la Terre. Lequel est-ce? L'eau. Très bien. L'océan. 91% de l'énergie qui reste piégée sur Terre est absorbée par les océans. Et donc ça fait augmenter la température de l'eau. 3% va faire fondre les glaces, 5% va se dissiper dans les sols, et seulement 1%. Si je vous avais demandé quel est votre ressenti du changement climatique, vous m'auriez dit quoi? Il fait plus chaud. C'est seulement 1% de l'énergie qui est piégée sur Terre. Et derrière, ça crée deux phénomènes très forts. La montée des eaux, vous en avez, c'est bon, vous avez tous entendu parler, vous l'avez tous constaté ici, j'espère. Ok, donc vous êtes tous bien au courant de ça. Mais une chose dont on parle beaucoup moins. Alors, on a moins constaté au rebond, puisque on est moins sujet à la montée des eaux. Vous êtes moins sujet à la montée des eaux. Mais une chose que vous constatez bien au Gros Morne, et qu'on constate du nord au sud, et partout sur la planète, c'est le deuxième phénomène. C'est celui qui est absolument au cœur de nos vies, au cœur de nos sociétés, au cœur de nos territoires, au cœur du numérique, au cœur d'absolument tout ce que les hommes ont voulu créer et ont pu créer. C'est la perturbation du cycle de l'eau. Vous vous souvenez du cycle de l'eau? Alors, on voit les leçons, on voit au cycle 3, donc CM1 déjà, on le voit. Alors, oui, ça remonte. Ça remonte, mais c'est pas grave, on s'en souvient quand même. Oui, on s'en souvient. Donc l'eau qui descend des montagnes, qui arrive à la mer, qui monte dans les nuages, et blablabla, la pluie tombe, et on connaît bien. Et la pluie tombe, et puis qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle est tombée? L'eau ruisselle. Elle ruisselle, elle va où? Dans la mer. Ah bah non, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Elle va dans le sol, dans les nappes phréatiques, merci. Elle remplit aussi les rivières, elle est absorbée par le vivant, et ensuite, elle va à la mer. Il ne faut pas zapper cette étape-là, parce que si cette étape-là n'a plus d'eau,
Nous, pas ni de l'eau encore. Hein? Notre eau potable, hein, elle vient de la rivière, en Martinique. Ok, principalement. D'accord. Est-ce que nous, on fait partie du cycle de l'eau en tant qu'humain? Oui, pourquoi? On la consomme, mais pourquoi? Non, pas pourquoi on la consomme. Pourquoi est-ce qu'on fait partie du cycle de l'eau en vrai? J'entends pas. Parce qu'on est composé d'eau. Il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Exactement. C'est la même eau. Hein. La même eau qui circule depuis des milliards d'années. La même eau qui circule dans les écosystèmes, qui se trouve dans nos cellules, que l'on pollue, qui se retrouveront demain dans les cellules de nos enfants. C'est la même. Ok, bah ce cycle-là, on est en train de le perturber. Je vous la fais courte. Les océans sont plus chauds. L'air est plus chaud. Mécaniquement, il y a plus d'évaporation. D'accord? Donc les nuages, ils se chargent plus en eau. Quand les nuages sont plus chargés en eau, quand l'eau va tomber, elle va avoir tendance à tomber beaucoup plus fort. Et souvent, elle va aller moins loin. Elle va tomber beaucoup plus localisée. Et comme l'eau est un cycle, quand un endroit a plus d'eau, l'autre à côté a moins d'eau. Et un même territoire, comme notre territoire et comme la quasi-totalité des territoires de la planète, connaissent ces deux phénomènes. Alors, ça fait que le changement climatique, on ne le présente pas souvent comme ça, mais on peut le séparer en deux chocs. Des chocs ponctuels. On y dit, on nous a tombé en les Mélissa. Vous autres, qu'à songer Mélissa? Vous autres, pas à songer Mélissa? L'an dernier, la Jamaïque. Ah, quand même. Non, mais il est quand même, ça a failli. C'est pas, c'est sur une onde tropicale. Mais ça aurait très bien pu passer en cyclone. Ok? Ça, c'est un choc ponctuel. Ok? Un stress chronique, c'est quelque chose qui s'aggrave un peu plus au quotidien, un peu plus qui se dégrade, un peu plus chaud, un peu plus de pluie, un pont qui tombe, une infrastructure qui lâche, un endroit où un trou s'agrandit. Un glissement de terrain. Un glissement de terrain. Les sargasses, j'ai adoré ça. Au Robert, il y a quelqu'un qui a dit, à un moment donné, janvier, février, nous tenions un rouspel, pas ni rouspel encore. Ok, c'est ça en fait, c'est le stress chronique, c'est un stress qui est de plus en plus présent. Ok, donc si on devrait réduire le changement climatique en 4 mots, alors je me suis trompée de ça, mais je vais dire 4 mots quand même. C'est trop d'eau, trop sec, trop chaud. Ok, et derrière, ça se traduit par une chose, c'est moins d'eau disponible. Bon, vous l'avez bien vu, on l'a bien tous constaté, hein. Lorsqu'on a trop d'eau, nos usines, elles ne fonctionnent plus. Lorsqu'on n'a pas assez d'eau, on a peu d'eau au robinet. Donc dans les deux cas, c'est l'eau potable qui est atteinte. Et je rajouterai à ça, trop humide. Et c'est là où, au gros bain quand même, il faudra se méfier, même avec la chaleur, parce que malheureusement, le concept chaleur humide ne fait pas toujours bon ménage. Et pour donner un exemple sur trop d'eau, mais manque d'eau pour nous, la première alerte sécheresse, est-ce que vous savez en quelle période, quel mois en tout cas elle a été décrétée en Martinique? Hein? Février. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez constaté sur le mois de février? Est-ce qu'il y avait des pluies? Oui. Il y avait des pluies, donc il y avait un excès justement au niveau de nos usines. Mais du coup, cet excès-là a fait comme conséquence qu'on n'a pas eu assez d'eau dans nos robinets ou pour alimenter l'agriculture ou pour alimenter les autres, nos usages au quotidien en tout cas. Et il y a aussi l'évaporation qui joue, vous avez vu, il y avait du vent. Il y avait beaucoup de vent, il faisait chaud. Et donc ça séchait beaucoup, ça séchait très vite la pluie, l'eau qui pouvait être résiduelle dans les sols. Ok, donc 2024 c'était l'année la plus chaude sur la Terre. 2025 c'était la deuxième année la plus chaude. En août 2025 en Martinique on a eu 37 degrés. Aux températures qu'on n'avait jamais eues selon les mesurés de Météo France. Ce qui est prévu pour 2026, c'est une nouvelle arrivée du phénomène El Niño qui a tendance à augmenter les températures. Ce qui fait que les scientifiques s'alertent beaucoup. Vous avez vu, je vous ai dit que nos océans sont devenus de plus en plus chauds. Eh bien, en fait, les courbes ont décroché depuis 2023. Et là, en fait, 2026, début 2026, les océans sont passés à des niveaux les plus hauts dernièrement connus. C'est ce qui fait qu'on s'inquiète beaucoup pour les océans parce que nous, par contre, de manière planétaire, El Niño n'est pas encore là. Donc ça veut dire que malgré ça, il y a déjà beaucoup de chaleur accumulée dans les océans.
Donc selon les prévisions climatiques mondiales, les températures devraient se maintenir à des niveaux records ou quasi-records dans les 5 prochaines années. Donc communiqué de 2025. Ok, à ça je vais rajouter une dernière chose, c'est les points de bascule. Les points de bascule, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'une situation est lisible, et puis à un moment donné, il y a un truc qui lâche. Par exemple, vous êtes en train de gonfler un ballon de baudruche, vous avez tous fait ça. Vous soufflez, puis à un moment donné, ça explose. Ok? C'était pas un souffle plus gros que... mais c'était celui de trop. Ok? Ou bien je vais vous prendre un autre exemple. Il y a un trou devant chez vous, et à chaque pluie, il s'agrandit un petit peu plus. Ok? Et puis à un moment donné, ce trou qui s'agrandit se transforme en rupture de route. C'était pas forcément une pluie super importante. C'était celle de trop. Par contre, peut-être qu'elle vous obligera à faire un chemin inverse. Un chemin qui va rajouter peut-être 2 heures de route à votre trajet quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur les points de bascule, vous viendrez sur nos stands, mais on le dit parce que ce sont des points qui rendent les choses de manière très déséquilibrée. Et tout ce qu'on vous avait dit là, à la fois l'eau, nous sommes dans une dérive climatique qui est en train d'avancer, qui est de moins en moins lisible et qui fait que on peut prévoir de moins en moins ce qui va se dérouler. Juste avant de faire la transition, du coup, qu'est-ce que vous constatez, juste avant, qu'est-ce que vous constatez sur cette slide? Parce qu'elle peut paraître anodine, mais finalement elle est importante. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien? Ah, des euros. Ah ben oui, c'est parce qu'en fait, c'est pour montrer que le paradigme est toujours basé sur le fait de faire plus d'argent, plus de profit. Et c'est ce paradigme-là qui nous pousse à non pas prendre en considération les enjeux climatiques, mais les enjeux économiques. Et par rapport à ce que Martine a dit notamment sur l'océan, constatez qu'on a un stress au niveau des sargasses. Le réchauffement des océans qui fait que nos coraux disparaissent. Il y a des personnes qui oublient que la Martinique avait une barrière de corail, d'accord, qui a disparu. Donc nos coraux sont de plus en plus agressés et la ressource en poisson est de plus en plus rare. Nos pêcheurs vont de plus en plus loin dans la Caraïbe, sachant que maintenant ils sont même agressés par l'administration Trump. Ok? Donc, oui, agressés, oui, c'est un petit mot. Bon, ils sont tués. Ils sont tués. Bon, donc, il y a ce stress-là. Et qu'est-ce qu'on nous a annoncé pour 2027? La grande nouvelle qui a fait qui a un grand succès. La saison des croisières n'est plus sur une certaine période qui allait de novembre à avril, je crois avril-mai. Maintenant, c'est toute l'année. On aura des bateaux de croisière. Mais qui dit bateau de croisière dit plus de pression sur nos côtes, justement. Et sur nos océans, et sur la ressource en poisson, et sur les coraux. Parce que c'est une logique économique, pas une logique écologique. Donc, je te pose une question, Ulrich. Du coup, on est parti du numérique. Ce sera intéressant de revenir au numérique. Pourquoi le numérique a-t-il un rôle dans tout ça? Et qu'est-ce que c'est que le sac à dos écologique? Alors, le sac à dos, ça veut dire que qu'est-ce qu'on met sur notre dos quand on aura justement des appareils connectés. Donc pour 2 kilos d'appareils connectés, il faut 800 kilos de ressources. Je répète, pour 2 kilos, donc 2 kilos c'est léger, nous allons porter ça, nous allons à l'école, nous allons de tous côtés. Pour 2 kilos, il faut 800 kilos de ressources. À ce moment-là, il faut une dizaine de personnes pour porter le sac à dos. C'est ça l'image. Et l'image, on la retrouve ici, c'est-à-dire que pour pouvoir produire un ordinateur, il faut 4500 litres d'eau douce, 430 kg de minerais, 270 kg de combustible fossile et 700, donc ça fait autour de 700 kg de matière première. Voici le sac à dos écologique qui correspond à un ordinateur, en tout cas 2 kg d'appareils connectés. Savez-vous que 4500 litres, 4900 litres, c'est notre empreinte eau par jour, par Français. Notre empreinte eau. C'est-à-dire qu'au robinet, on va utiliser 160 litres en Martinique, mais notre empreinte eau, c'est 4900 litres. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fabrique, a derrière un coût en eau. Et il est bien représenté ici. Donc là, on va passer à la partie sur la fabrication donc de nos objets connectés. Ok, qu'est-ce que vous voyez ici?
La montagne Pelée, elle est belle. Notre montagne est belle. Elle abrite, elle abrite en tout cas un nombre inespéré de ressources en termes d'espèces, en termes de biodiversité. D'ailleurs, elle est même protégée, soit protégée, soit labellisée, je ne sais jamais, UNESCO, etc. Ok, super. Bon. Donc la montagne Pelée, ici, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'elle peut devenir, pour que vous voyez. Ok. Voici ce qu'elle peut devenir. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est une montagne? C'est une carrière. Ok, ouais, on peut considérer que c'est une carrière. Donc du coup, ça fait une sorte de cratère au final. Donc on est parti d'une carrière et on arrive à ce cratère. Ok, je vous explique pourquoi je fais ce lien-là. Imaginons ce qui est en train certainement de par certains lanceurs d'alerte scientifiques qui sont en train de nous expliquer qu'il y a une continuité géologique entre la Martinique et le Venezuela. D'accord? Ce qui fait que toutes les matières qu'on retrouve au niveau du Venezuela, on peut les retrouver au niveau de la Martinique. Notamment certains minerais qui sont prisés comme le cobalt ou le lithium. Voilà. Bon, ça c'est la première étape. Ça veut dire que on va faire des études. C'est l'étape qui suit. On fait des études pour savoir. Imaginons que cette information est vraie, ça veut dire qu'il y a du cobalt en dessous de la montagne Pelée. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Première étape, une fois qu'on a fait les études, qu'on sait qu'il y a de la ressource, évidemment que la France va pas se dire, bon, on l'exploite pas puisque c'est UNESCO. Non, on laisse la montagne tranquille. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, en Amérique du Sud notamment, là en Afrique du Sud, c'est pas comme ça que ça se passe. Protégé ou pas, une fois qu'on a fait l'étude, il y a la ressource, logique économique. Donc, première chose qu'on fait, à votre avis, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite. Les Denisiens, donc habitants de Font-Saint-Denis, les habitants de Morne-Rouge, les habitants de Saint-Pierre, tous ceux qui seront autour de la montagne Pelée, à Joupa-Bouillon, on va tous les exproprier. J'ai pas dit déplacer, exproprier. Ce n'est plus votre propriété. D'accord? Vous pouvez avoir le petit papier qui vous dit que non, c'est plus votre propriété. Il n'y a pas de cadastre qui fonctionne à ce niveau-là. Donc on bouge. Première tension qui fait qu'une fois que les gens bougent, qu'est-ce qu'on fait? Comment les autres Martiniquais accueillent ces personnes-là? Ok? Bon, ils bougent. Une fois qu'ils ont bougé, deuxième étape, on va construire du coup les infrastructures. Donc on va amener l'usine pour pouvoir traiter les minerais qu'on va trouver. Mais pour pouvoir d'abord extraire les minerais, qu'est-ce qu'on fait? On explose. On met des bombes absolument partout dans la montagne. C'est pour ça qu'on passe d'une montagne à ça. Ça c'était une montagne au départ. Ok? La montagne Pelée, je dis même la montagne Pelée, mais le gros vent, d'accord, devient ça. On explose tout. Ok? Ensuite on construit les usines pour extraire des petits. Voilà. Donc regardez tout ça. Et c'est ça qu'on va extraire. Donc ça demande une grande quantité de sédiments pour une petite quantité de minerais. Ok? On extrait des petites quantités. C'est à l'échelle, hein? C'est à l'échelle. C'est à l'échelle, oui, effectivement. Pour ensuite exploiter les transformer pour les mettre dans nos appareils, il va falloir les transformer, il va falloir utiliser la ressource dont on a parlé tout à l'heure, l'eau. Ça use énormément d'eau pour pouvoir exploiter justement pour obtenir ces minerais qu'on va transformer pour avoir nos puces électroniques notamment. Ok? Donc de l'eau, donc une pollution au niveau de l'eau, une pollution au niveau de l'air, une pollution au niveau de la biodiversité puisqu'on a tout explosé. Donc tout ce qu'il y a comme richesse autour, toutes les framboises qu'on aurait pu avoir pour faire des glaces aujourd'hui, il n'y a plus, c'est fini. Ok? Une fois qu'on a fait ça, donc on a détruit l'écosystème et en fin d'exploitation, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est terminé? Est-ce que vous pensez qu'il y a un plan de revégétalisation de la zone? Non, on laisse comme ça. On laisse tel quel. Et vous avez un ensemble, tapé sur Internet, un ensemble de sites, notamment en Amérique du Sud. Plus c'est loin de l'Occident, plus ils le laissent à l'abandon, tel quel. Donc on passe de... Est-ce que tu peux me mettre la slide juste avant? On passe avant. On passe de ça à ça. Et quand je dis ça, c'est pas une réalité qui est si loin de ça nous concernant. Je vous invite à aller au pêcheur et à constater ce que l'industrie du béton fait au niveau du pêcheur. Les lahans, c'est un phénomène aussi naturel et qui est accéléré par le fait que les carrières de béton font un carnage au niveau du pêcheur. On peut aller voir aussi en Dominique.
ce qui est en train de se passer avec les mines et notamment les peuples premiers, les Kalinago, qui luttent justement parce que toute la pollution que c'est en train d'introduire justement l'exploitation de ces mines. Ok, on a beaucoup d'eau. Quand on dit de beaucoup d'eau, en fait, c'est important encore une fois d'avoir les ordres de la grandeur dans la tête et de savoir de quoi on parle. Si tout ça, de là jusqu'à là, si ça, c'est l'eau disponible sur Terre, oui. Alors, c'est un exemple imaginaire qu'on a pris, Gabi. Oui. Non, l'Afrique du Sud, celle-ci, oui. Ouais. C'est la même chose, ouais, tout à fait. On est bien d'accord. C'était un exemple pédagogique pour dire que ce que l'on imagine très loin de chez nous pourrait aussi se rapprocher. Voilà, c'était juste un exemple pédagogique pour ça. Ok, on l'a bien dit au départ, on vous a dit imaginez, d'accord? Voilà. Donc ici, la grande boule, c'est toute l'eau terrestre salée et douce. La toute petite boule, c'est le volume total d'eau douce. Eh bien, est-ce que vous voyez la toute minuscule boule en bas? Eh bien, celle-là, c'est l'eau douce disponible pour la consommation. D'accord? C'est ce dont on dispose pour consommer, pour boire, pour vivre, pour manger, pour faire tourner l'ensemble des activités économiques. Actuellement, il y a beaucoup de pays qui sont déjà en stress hydrique, donc en manque d'eau. Quand vous regardez cette zone ici, c'est quel pays que j'ai montré là? Le Chili. Chili, grand producteur de cuivre et de lithium. Il y a déjà des conflits d'intérêts entre les mines et les habitants. Mais il y a aussi des conflits d'intérêts entre actuellement des grands data centers qui sont en train de s'installer au Chili pour l'IA et l'eau douce réservée à ceux qui cultivent pour nourrir la population. Nous sommes dans une faillite globale de l'eau, donc je ne vais pas détailler ici parce que nous n'en avons pas l'espace-temps, mais sachez que le niveau de l'eau est si bas dans les stocks que nous n'avons plus assez. Nous partons d'une situation qui n'était pas celle que nous avions connue. Nous partons avec de nouvelles situations. Et pourtant, nous prévoyons quand même de faire beaucoup plus. Ok. Donc là, ça va me permettre de revenir sur, on a parlé tout à l'heure, les puces électroniques. C'est capital. Et on va voir comment un petit objet comme ça, qui ne coûte pas si cher, qui est coûteux par contre à obtenir, mais qui ne coûte pas si cher, peut enrayer toute une dynamique et voire créer des tensions mondiales. Et là, justement, je vais faire le lien entre ce qui se passe en ce moment dans la géopolitique et les puces, parce que ça, on n'en parle pas forcément, mais il y a un lien. Qui c'est qui savait que c'était une puce électronique ici? Une personne. Mais pourtant, on en utilise bien tous au quotidien. Oui, il y en a effectivement partout dans nos appareils, et puis ils sont effectivement connectés, puis ils ont leur puce, les semi-conducteurs. Ok. Donc, l'eau et les puces électroniques, l'avenir climatique et industriel de Taïwan. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, on voit le changement climatique, une menace pour l'approvisionnement en semi-conducteurs, l'angle mort écologique de la course aux semi-conducteurs. Bon, on va rentrer dans cet angle mort. Détroit d'Ormuz, d'accord? Là, on en parle parce qu'il y a un conflit entre, d'ailleurs, ce que vous pouvez me dire, un conflit entre qui et qui? Voilà, États-Unis, Israël avec les États-Unis contre l'Iran. Très bien. Ça, c'est ce conflit-là. Sachant que Israël, c'est aussi une région, en tout cas, c'est un pays qui est en stress hydrique chronique. D'ailleurs, de toute façon, c'est comme ça, c'est une région qui est semi-aride, mais ils sont en stress hydrique. Par contre, ils sont en besoin constant de ressources, notamment en gaz. C'est pas anodin que l'Iran rentre dans ce cadre-là, parce que l'Iran est un grand producteur de gaz. Et qu'en plus, la route, les Israéliens préfèrent que la route pour alimenter le gaz qui va vers l'Europe notamment, passe par son territoire. Ok? Parce que ça lui permet d'avoir une certaine puissance. Bon. Ce conflit-là fait qu'il y a une
fermeture du détroit d'Ormuz. Ok? Le détroit fait que il y a les bateaux notamment ne peuvent pas passer et il y a des ressources qui ne peuvent pas accéder de l'autre côté, en tout cas de la zone, notamment au niveau des pays asiatiques pour alimenter les pays européens. Ok? L'angle mort, il va venir où? C'est que on va parler de ce conflit-là en termes de pétrole. Soi-disant, les États-Unis recherchaient ou Israël recherchait du pétrole. On en parle en tant que guerre idéologique entre juifs et musulmans, voire même entre chiites et sunnites dans les musulmans, ok? Parce que les Iraniens majoritairement sont chiites, ok? Bon, ils sont perses, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon, une fois qu'on est allé sur ce chemin-là, ce qui se passe, c'est que comme les États-Unis sont alliés d'Israël et que, je vais faire intervenir un autre pays, la Chine rentre dans le débat et dit je ne peux pas acheminer mes fournitures en Europe alors que c'est un de mes marchés prioritaires. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et je ne vais pas payer de surcoût pour le faire passer par le détroit par l'Afrique du Sud et remonter. Non, je ne vais pas faire tout ça. On va passer. Et pour passer, qu'est-ce que je vais faire? Le fameux angle mort dont on ne parle pas. Je vais recommencer à menacer Taïwan. Parce que la Chine lorgne sur Taïwan depuis des temps assez anciens, ça fait longtemps. Mais Taïwan, on peut se dire, bon c'est anodin, la Chine veut Taïwan, qu'ils prennent Taïwan. Ok, sauf que Taïwan, c'est justement un des premiers producteurs des puces électroniques, des semi-conducteurs. Donc ça veut dire que si le conflit s'enlise et qu'on continue à aller dans cette dynamique-là, la Chine peut intervenir et dire, ok, vous faites vos affaires en Iran, ok, ça y est, j'envahis Taïwan. Mais si j'envahis Taïwan, là, à ce moment-là, je peux décider moi-même des tarifs douaniers sur les puces électroniques. Et donc, le prix, notamment de nos appareils électroniques, on va prendre l'exemple des smartphones, qui est déjà passé en quelques années de 400 € à 1200 aujourd'hui, pour le haut de gamme, je parle, mais ça peut certainement augmenter et passer à 1600, voire 2000, si le conflit continue de s'enliser. Donc, des choses qu'on peut penser qui sont lointaines et qu'on peut penser qu'elles vont nous atteindre seulement au niveau du prix du pétrole, non, elles peuvent aussi nous atteindre d'ici quelques années si le conflit s'enlise au niveau du prix des appareils connectés que nous avons au quotidien. Alors, je vais rajouter une chose, c'est que pour produire les puces électroniques, il faut du gaz. Et le gaz qatari, notamment, alimente une production. Alors, c'est un gaz assez parfait. Enfin, je ne sais plus quelle propriété il a, mais il est impeccable pour ça. Et le problème, c'est qu'une des usines a déjà été bombardée. Il y a donc beaucoup moins... Et un des champs pétroliers de gaz a été bombardé, d'une part, et d'autre part, il y a moins de gaz qui passe. Donc, il y a déjà un problème de pénurie de gaz pour fabriquer les puces électroniques. À ce problème, tout à l'heure, je vous ai dit que l'eau était absolument au cœur de tout. À Taïwan, par jour, il faut l'équivalent de 60 piscines olympiques remplies d'eau pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc, par les sécheresses qu'on a déjà vécues, elles ont déjà complètement affaissé leur production. On se souvient de 2020 et 2023 qui ont été des choses marquantes. Les stocks sont parfois aussi noyés par le trop d'eau des endroits où il y a beaucoup d'inondations, et bien qui viennent à leur tour noyer ces problèmes. Alors, ça est arrivé en Thaïlande en fin d'année dernière et en Malaisie. Et en 2011, ouais. Le prix, en tout cas des smartphones, qui est passé justement de 400 à 1200, c'est aussi parce que la Thaïlande a connu un stress hydrique, une inondation au niveau d'une usine de production de puces électroniques qui a fait que la ressource a été de plus en plus rare et donc le prix a augmenté. Mais dans une logique économique, quand le prix augmente, on ne le fait pas redescendre. On attend que le consommateur s'habitue et on continue à garder ce rythme constant de prix. On peut l'appliquer à l'Ukraine, etc. Vous avez vu que le prix du blé a augmenté, il n'est jamais redescendu. D'accord ? Donc en fait, on est face à un choix très clair, où ce qui se met devant nous, ce sont des températures à la fois très hautes, une dérive climatique, c'est-à-dire des stress, des extrêmes beaucoup plus forts, que ce soit en trop chaud, que ce soit en trop d'eau, et notre économie n'aime pas du tout ça. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Notre économie n'aime pas ça. Notre économie n'aime pas les start and stop comme ça. En fait, quand quelque chose s'arrête, l'industrie lourde a beaucoup de mal à redémarrer. Et elle met du temps. Elle met beaucoup de temps. Et donc, les pénuries dont on parle, les problématiques dont on parle, quand ça stoppe des chaînes en amont, au début,
eh bien, la répercussion sur les activités économiques et sur toutes les activités que les personnes et que nous présentons là, l'impact est immédiat. Et l'impact est aussi dans nos vies personnelles avec l'augmentation des prix. Sans compter qu'il y a des limites dures de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des écosystèmes, que ce soit vivants ou que ce soit créés par l'homme, qui ne s'adapteront pas. Mettez un ordinateur ou un téléphone en plein soleil, longtemps, vous voyez qu'il commence à surchauffer, ok, et il peut arrêter de fonctionner ou à déclencher des dysfonctionnements assez rapidement. Donc on a besoin de températures hydriques et de températures chaleur assez stables pour faire fonctionner notre économie. Et donc voilà, il y a des risques de rupture de chaîne de valeur, comme on en a parlé, et d'accélération de manque de ressources. Au niveau de la fin de vie. Ouais, alors, Ulrich, dis-moi, parce que tous ces ordinateurs, tous ces éléments-là, on a dit qu'il y en avait 34 milliards. Qu'est-ce qu'on en fait? D'après vous, qu'est-ce qu'on en fait quand on n'en veut plus? Qu'est-ce qu'on en fait? On les envoie en Afrique, ok. Qu'est-ce qu'on en fait encore? En Inde? On les recycle? On les abandonne dans le tiroir, tout à fait. Exactement, vous avez tous raison. Mais dans quelle proportion avez-vous raison? Ok, donc voici la fin de vie de nos appareils. Ok, il y a différents aspects. Pour parler de fin de vie de nos appareils, il y a d'abord ce qui est travaillé au niveau de la psychologie, c'est l'obsolescence psychologique. Donc l'afflux de promotion perpétuelle sur des produits électroniques, on aura tendance à se dire, et d'ailleurs même ça arrive pour ceux qui ont certains appareils, plutôt que de réparer l'écran, où on nous vend le fait que l'écran va coûter aussi cher qu'un nouvel appareil, on va acheter un nouvel appareil. Donc cette obsolescence psychologique se transforme en obsolescence aussi technique, c'est-à-dire qu'à un certain moment on se sent dépassé, on ne pourra plus suivre au niveau des activités qu'on voudra avoir. En plus c'est de plus en plus, il y a un usage de plus en plus intensif, de par le fait qu'on va regarder des vidéos, qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y a une obsolescence technique qui est organisée pour qu'on puisse effectivement changer d'appareil. Je vais faire un parallèle qui est délicat, mais il est nécessaire de le faire. C'est pour expliquer la logique. Rappelez-vous quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire 200-300 ans, quand l'esclave n'était plus rentable, on s'en débarrassait. C'est la même logique. Et c'est la même logique parce qu'on est toujours dans une logique économique et non pas ni humaine ni écologique. Ok? Cette obsolescence fait que, comme on ne sait pas non plus quoi faire de certains composants, on enfouit, on met sous terre ou on met dans le tiroir, exemple personnel. Donc on enfouit, mais ça pose aussi des grosses questions au niveau de la pollution, parce qu'il y a des décharges en fait à ciel ouvert, ou alors quand on enfouit, ces éléments-là ne se décomposent pas de façon pérenne et sans impact sur la biodiversité. La biodiversité en fait, elle trinque dans ces cas-là. Et il y a aussi effectivement des circuits informels et d'exportation illégale, et effectivement comme tu l'as dit, Madame Ariel l'a dit, ben, ça va souvent dans les zones où ben, on ferme les yeux. Voilà, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. C'est pas bien grave. Hein? Et l'Inde aussi notamment. Et enfin, alors on a parlé de recyclage, mais c'est pas exactement le recyclage qui se passe. Le recyclage, c'est quand on fait en sorte de réutiliser les éléments pour refaire un élément avec la même qualité. Sauf que c'est plus, c'est ce qu'on appelle le décyclage, c'est-à-dire qu'on va, c'est ce qu'on appelle le reconditionner. Mais le reconditionner, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus les mêmes performances que l'outil de base. Donc on n'est plus vraiment sur du recyclage, on est sur du décyclage. On va remettre sur le marché des produits qu'on va en plus recommencer à vendre, donc toujours faire une plus-value dans cette chaîne de valeur-là, mais qui sera toujours, qui sera de moins bonne qualité au fur et à mesure. On peut faire aussi le parallèle avec les aliments qui suivent un peu ce même cycle-là. Alors, sans parler, alors il y a quand même le reconditionné qui est le téléphone qu'on va ramener et qu'on va tenter de réparer et remettre sur le marché, qui là par contre est un circuit intéressant pour être remis sur le marché. D'accord? Donc il y a deux choses entre le décyclage qui, elle, lui, va proposer une matière non noble. Et donc, ce qui va résumer tout ce qu'on a dit, c'est ces quatre choses. Donc moi j'ai traité notamment le fait que les tensions géopolitiques ont un impact
ça on l'a vu, et aussi que la rupture de continuité des services numériques. Alors, il faut savoir que par exemple, l'Iran a tenté d'attaquer des data centers ou des lieux ou des câbles sous-marins justement pour couper la ressource pour certaines populations. Okay? Imaginons qu'aujourd'hui, on coupe la ressource au niveau de la Martinique. Je pense que tout le monde voit un peu les conséquences que ça peut avoir. Déjà sur nos vies, où on va avoir des difficultés à contacter nos proches, on va avoir des difficultés... Les fois où ça arrive, parce que ça arrive, hein, qu'il y ait une partie qui ne fonctionne plus, ça arrive rarement, mais quand on a déjà vécu ça chez nous. Donc, ces ruptures-là sont à surveiller parce qu'elles se feront de plus en plus, parce que ce sera de plus en plus compliqué, comme l'a dit Martine. Il faut, pour notre économie, il faut un climat stable, parce que ce climat, en fait, ne sera plus stable. Qui crée des tensions écologiques, géopolitiques, et par rapport à aujourd'hui, au niveau de l'IA, l'IA va demander à ce qu'il y ait plus de robots, plus d'objets connectés, plus de réalité virtuelle, plus d'univers immersifs, plus de blockchain, plus de cloud gaming, plus de véhicules autonomes, etc., etc., etc. Donc il faut quand même avoir conscience que quand on parle d'IA, on parle aussi de toutes ces conséquences-là qui vont avec l'intelligence artificielle. Alors je vais parler de l'effet rebond. Juste avant, je vous précise que toutes ces infographies que vous voyez sous cette forme-là sont issues de la fresque du numérique. Et donc c'est un atelier qui se joue à part entière et vous pouvez en découvrir sur Internet toutes les subtilités. L'effet rebond, en fait, l'effet rebond, c'est que vous pouvez me dire, non mais la petite dame là, elle a parlé dans notre tête, mais en fait elle a oublié un truc, c'est que l'innovation va nous sauver. Tout le monde y est, on va inventer quelque chose qui va réussir à nous sauver. En général, les innovations créent souvent l'effet rebond. Alors, c'est quoi l'effet rebond? Imaginons que vous ayez un appareil un peu lourd, un peu encombrant, et qui utilise beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, vous ne l'utilisez pas souvent. Vous l'utilisez de temps en temps. Et puis, un jour, il y a un truc qui sort, mais c'est génial. C'est plus léger. Ça utilise beaucoup moins d'énergie, et ça fait la même chose. Ah, vous dites, ah ouais, et ça fait même un peu plus. Ah, vous dites, ah, mais c'est super en fait, je vais le prendre, comme ça je vais pouvoir faire ça, exactement d'ailleurs ce que la 5G fait. Ok. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au lieu de faire ça, comme vous êtes plus contraint par l'appareil et que c'est moins cher, donc déjà il y a plus de personnes qui vont le posséder, et puis vous allez l'utiliser souvent plus. Donc c'est documenté, ça s'appelle l'effet rebond, c'est l'effet de J. Wells, et en fait ça se démontre absolument partout. Dès qu'on obtient un gain, il est totalement effacé par la multiplicité d'appareils et on retombe sur nos 34 milliards d'appareils en fonctionnement. Et voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, en fait, qu'on veut essayer de contraindre quelque chose, en fait, on multiplie. À un moment donné, il faut se dire qu'il faut avoir moins. Et juste au niveau de l'innovation et la recherche universitaire, scientifique en tout cas, à ce niveau-là, posons toujours la question de savoir pourquoi les solutions vont toujours dans une logique économique. Parce que, en fait, ce sont les gros bonnets, en tout cas, de cette industrie-là qui financent les études. Donc forcément, ils ne vont pas financer les études pour mettre fin, par exemple, à l'utilisation des énergies fossiles. Ça va venir après, mais il va falloir d'abord qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique au niveau des énergies fossiles, pour ensuite peut-être aller chercher autre chose. Donc c'est là où nous, il faut qu'on intervienne pour pouvoir avoir un œil et pour qu'on puisse aussi investir sur nos innovations et sur notre monde scientifique. Ça ne doit pas être des donateurs ou des fondations qui ont leurs intérêts économiques derrière. Oui. Prochaine slide. Donc oui, donc c'est tout ça pour dire, en fait, c'est un nouveau concept qui s'appelle les polycrises, qui explique en fait qu'une crise, notamment un stress par exemple, une crise climatique, va avoir un nombre d'effets. Il faut voir les choses de façon systémique. C'est pas juste quelque chose qui sera isolé et les conséquences ne vont s'appliquer que sur ce domaine-là. En fait, les conséquences, comme le conflit dont on a parlé justement, les conséquences sont dans différents domaines et vont attaquer le système en entier. Donc il faut toujours regarder, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est qu'on vous demande de toujours regarder le système et qu'une solution, notamment politique, ne peut fonctionner que si elle est vue d'un point de vue systémique. La croisière, c'est d'un point de vue économique, mais d'un point de vue systémique, en fait, à long terme, ça ne va pas permettre quelque chose de vertueux pour la Martinique. Ok, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est une vision alternative. Plutôt que de posséder plus, d'avoir une vision systémique,
de ne pas se faire peur, mais d'être réaliste par rapport à ce qui a avancé. Si vous avez investi à fond dans ça, on vous conseille de vous diversifier, de ne pas rester sur une seule chose parce que ça peut peut-être à un moment donné se planter, et de prévoir un plan B. Et que ce plan B inclut l'adaptabilité, la résilience, la robustesse et l'entraide, qui sont 4 valeurs que dans nos sociétés, dans notre société martiniquaise, avec nos cultures, nous avons au fond de nous. Donc nous pouvons arriver à les intégrer sans problème. Partir d'un point, avoir un plan B qui nous permette de nous dire, on part là, mais peut-être qu'on va être plus bas, mais que ce plus bas, on l'aura anticipé, et donc on aura anticipé la vulnérabilité qui y est associée. Et on aura anticipé pour ne pas qu'il y ait d'injustice sociale et pour qu'il y ait plus d'équité. On vous propose une pensée systémique et pour ça on s'appuie sur la science, on s'appuie sur les conclusions de l'IPBES, du rapport de l'IPBES, c'est l'Institut pour la biodiversité, qui nous donne 2 éléments. À tout ça, c'est un changement des transformations en profondeur. Donc c'est pas juste un petit peu autrement. La deuxième chose, c'est un changement systémique. Et pour faire ce systémique, l'IPBES nous propose de regarder 5 points complètement interconnectés. Le changement climatique, la santé, l'alimentation, la biodiversité et l'eau, comme un nexus. C'est-à-dire que si on en vise un et que ça affaisse ce qu'on a imaginé affaisse un autre point, ben en fait ça affaissera les 5 points. Par contre, si on vise à améliorer les 5, et vous pouvez commencer à essayer à en imaginer dans votre tête, vous verrez que non seulement ça nous rend plus heureux, souvent ça nous rend en meilleure santé, ça rend notre écosystème plus résilient, plus robuste, et ça nous rend beaucoup plus résilients et moins vulnérables face à tous ces enjeux. Voilà, donc on sait que c'est assez lourd, la présentation qu'on fait, parce que nous on n'est pas là pour vous vendre du rêve, on est là pour vous dépeindre la réalité. Donc c'est assez lourd, mais on est là si jamais vous avez des doutes, si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, parce que le travail qu'on fait à Stratégie Résilience, c'est de faire en sorte justement de créer ce nouveau nexus-là et de créer ce nouveau paradigme qui nous permettra justement d'avoir cette résilience, cette robustesse et de ne pas se dire oh, tiens, bon, c'est bon, allez, autant que je continue à en profiter, que j'achète 30 machines qui me permettront à moi, sur un titre individuel, de me sentir plus confortable, mais les générations d'après, je m'en fiche, ça fait tout mal que mon plan. Non. L'idée justement, c'est de se dire, ok, si on veut construire justement pour avoir un avenir vertueux pour tout le monde, y compris nous, travaillons ensemble pour construire justement cet avenir-là. Et donc n'hésitez pas à venir sur nos stands pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse voir collectivement, pas chacun de son côté, si vous avez compris la logique systémique, pas les entreprises d'un côté, les collectivités d'un autre, les particuliers d'un côté, c'est tout l'ensemble dans un système justement d'entraide qu'on connaît assez bien en Martinique à travers la Sautet, Soussou, etc., qui sont d'autres cultures. Le Ladja, le Belay. Voilà, merci. Merci. Nous avons terminé notre intervention. Martine et Ulrich, merci beaucoup pour votre expérience, votre témoignage. Et on invite tout le monde à se rejoindre sur votre stand. Ne bougez pas, on n'a que Martinique.org pour leur présentation. Et juste après,